Et on ouvre donc ce débat par les Uber Files avec mes invités. Émilie Zapalski, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. J'accueille également Jean Garrigue, historien. Bonsoir. Président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir Jean, auteur de La Tentation du Sauveur, histoire d'une passion française. C'est chez Payot. Richard Verly, bonsoir Richard. Bonsoir. Bienvenue à vous, correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. Je rappelle le titre de votre livre La France contre elle-même, publié chez Grasset. Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Il paraît que j'ai bombardé Emmanuel Macron, ministre de l'écologie. Évidemment, c'était au début de mes titres. Il était ministre de l'économie, puis ministre. Bref, c'est une erreur, c'est un lapsus. Et donc, il était bien ministre de l'économie au moment de ses liens avec Uber, les Uber Files, donc révélés par ce consortium. Ce sont plusieurs médias européens réunis en France, en l'occurrence Le Monde et Radio France. Peut-être sur la gravité de l'affaire, parce que je trouve que c'est assez intéressant d'avoir votre avis aux uns et aux autres là-dessus. Émilie Zapalski, je commence avec vous. Est-ce que vous jugez que cette affaire est grave ? Globalement, on sait que ça arrive, et c'est normal, c'est ce que disait d'ailleurs Aurore Berger, ça arrive que le ministre de l'économie discute avec des entreprises pour savoir comment s'implanter, comment faciliter, c'est ça aussi. Je dirais même heureusement qu'il le fait. Et heureusement, c'est de l'attractivité. Simplement, c'est vrai que c'est une vision très libérale de l'économie quand même, Uber. C'est des modalités de conditions de travail, on le sait, quand même, au lance-pierre, c'est des indépendants, c'était des indépendants qu'on essaie de reconnaître comme des salariés, qui sont quand même pas très bien payés. Donc c'est une vision très libérale et ça redonne à Emmanuel Macron cette image qu'il avait au tout début de son quinquennat, président des riches, pro-entreprise, très libéral. Ça fait vraiment... Nation aussi. Startup Nation, voilà, c'est là-dedans. Et même, moi, ça m'a fait penser aussi, pendant le quinquennat, il y a eu beaucoup d'accueil des entrepôts logistiques d'Amazon aussi, pendant ce quinquennat. Et c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, OK, c'est de l'économie de l'avenir. On peut pas dire l'inverse. C'est quand même des choses qui vont se développer. Mais c'est choquant, comme si on privilégiait ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même l'histoire choquante des SMS très directs, comme ça, révélés comme ça donne une drôle d'impression d'un ministre, en effet, lobbyiste, mais très direct. Je pense que ça vient un peu proche par rapport à quelque chose qui serait ouvertement des réunions, des rendez-vous qu'on estime normaux. Là, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent un peu en coulisses, un peu très directement, des échanges de SMS, je t'arrange le coup, en gros. Ça passe un peu mal et ça intervient, il me semble, à un moment où Emmanuel Macron est quand même en fragilité. D'ailleurs, on le voit pas beaucoup, on le voit juste à l'international. Il a du mal à gérer cette Assemblée nationale qui est quand même... Gros bazar, hein. C'est compliqué à l'heure actuelle. Je trouve que ça intervient pas à un bon moment. Il est déjà fragilisé. Ça lui redonne une image négative. On va y revenir évidemment sur les conséquences politiques à plus long terme. Jean Garrigue, est-ce pour autant une affaire d'État ? J'ai entendu certains élus d'opposition employer ce terme. Alors, je ne crois pas que ça soit une affaire d'État. Je souscris totalement à ce que vient de dire Émilie. Il y a un aspect un peu choquant, avoir une proximité excessive d'un ministre, mais ce sont des pratiques qui ont toujours existé. Il y a 20 ans, avec quelques collègues, on a publié un livre qui s'appelle « Les groupes de pression, l'histoire politique de la France et des États-Unis », où on montrait que depuis 150 ans, les groupes de pression, quels qu'ils soient, les lobbies n'ont pas cessé d'agir, mais même très directement sur des détenteurs du pouvoir exécutif. Là, ce qui est embêtant, c'est que ça s'est fait un petit peu dans le dos du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, qui était Manuel Valls, etc. Et bon, effectivement, ça ne fait que renforcer un peu cette impression de proximité excessive d'Emmanuel Manuel Macron, pardon, avec un certain nombre avec la Startup Nation, on va dire. Maintenant, c'est pas un scandale d'État, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de conflit d'intérêts, a priori. On nous parle d'un deal, les journalistes qui ont écrit les articles, même c'est normal, ils font un petit peu de sensationnalisme. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas quelque chose que Uber a donné. À un moment, on nous parle éventuellement de la récupération d'une entreprise Maury Ducrot qui aurait permis de sauver un certain nombre d'emplois et qui aurait été une sorte de bénéfice politique pour Emmanuel Macron. Mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà, qu'Emmanuel Macron ait été impliqué, mais d'ailleurs il l'a dit lui-même, qu'il était partisan de ce type d'ubérisation de
de la société. Ça, c'est un vrai débat. Mais moi, je voudrais qu'on se replace un tout petit peu dans le contexte de l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Richard Verly, mais on ne peut pas dire que les taxis, leur monopole, avaient forcément bonne presse en France et que tous les urbains étaient vent debout contre l'arrivée des VTC. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bah oui, donc replaçons-nous aussi un peu dans le contexte. Richard Verly, comment vous l'analysez? Oui, je pense que quand on prend un peu de recul européen, vous savez, la Suisse, par exemple, est un pays libéral. Uber pose des questions, notamment les questions fiscales, parce que ça, Uber a quand même tout un dispositif pour éviter de payer des impôts dans les pays où il est le plus imposé. C'est le cas en France, et son chiffre d'affaires est pour l'essentiel porté sur une holding aux Pays-Bas. Donc, dans beaucoup de pays européens, la problématique Uber, elle est fiscale. C'est une entreprise qui fait tout pour ne pas payer d'impôts, et à mon avis, ça, c'est une polémique justifiée. En France, il y a une autre polémique. Et la polémique, elle est sociale. Et elle est assez spécifique à la France, parce que c'est comme ça, le système français est ce qu'il est. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ici. Emmanuel Macron était quand même ministre d'un gouvernement socialiste. Et donc, de ce point de vue, c'est grave. Oui, de ce point de vue, c'est grave. Parce qu'il était dans un gouvernement qui avait, disons, pour mission des objectifs sociaux, auxquels il a contrevenu, parce qu'il était déjà à l'époque obsédé par une chose qu'on peut reconnaître comme une qualité, alors là, c'est l'élément du débat, c'est l'attractivité de la France et la nécessité d'y ramener des investissements étrangers. Et tout le monde, ça n'aura pas échappé, que ces révélations paraissent le jour même où il y a le sommet de Choose France avec, je ne sais pas combien, 200, je crois, entrepreneurs étrangers invités par Emmanuel Macron au château de Versailles. Voilà. Donc là, il y a une gravité qui tient au débat politique français, parce que dans le débat politique français, au fond, la récompense de ce lobbyisme, c'est-à-dire l'attractivité et le fait de venir des entreprises, de faire venir des entreprises en France, eh bien cette récompense, elle n'est pas jugée comme suffisante. Elle n'est pas jugée pertinente. Alors Laetitia, on vous a pas encore entendu. La question, elle est assez simple en fait. Est-ce qu'il y a une faute politique ? Est-ce que, en tant que ministre de l'économie, il pouvait passer ce type d'accord sans en prévenir ni son Premier ministre, ni les ministres qui aussi s'occupaient de ce sujet et qui apparemment étaient contre? Voilà. Est-ce qu'il y a une faute politique? Parce que là, Thomas, vous parliez de l'opinion publique qui finalement acceptait de façon assez favorable ces VTC. Mais à l'époque, l'image a changé depuis. Mais du point de vue d'Emmanuel Macron, y a-t-il, oui ou non, une faute politique? L'Élysée a déjà répondu avec, vous connaissez ce type de réponse un peu formelle, en disant que finalement, il participait à la mutation profonde qui était déjà engagée depuis plusieurs années en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires. Très bien, mais ça c'est vraiment la réponse, première réponse de com de crise. On attend effectivement un tout petit peu plus de l'exécutif qu'il se mouille pour savoir si oui ou non, mais les journalistes aussi peuvent savoir si oui ou non il y a faute politique. On ne peut pas s'empêcher de faire quand même un parallèle aussi avec une autre affaire, c'est celle de McKinsey. Parce qu'à ce moment-là, pendant la pandémie, le gouvernement a fait appel à ce cabinet de conseil américain qui, au niveau international, est quand même entaché de nombreuses affaires de corruption, il faut le dire. Et pourquoi on a fait appel à McKinsey? Pour déverrouiller, pour surmonter des verrous administratifs. Il y a quand même chez Emmanuel Macron cette tendance à faire confiance aux autres plutôt qu'à son administration. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous entendre sur les effets d'image à plus long terme. Ça rejoint un peu ce que vous disiez dans votre première réponse, mais je voudrais qu'on creuse ça. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que, sans doute contraint par les crises, Emmanuel Macron est devenu le symbole du retour de l'État-providence en France. Bon. Et là, c'est le Macron libéral qui ressort du chapeau. Et oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment un État qui est devenu un chéquier sur pattes, qui distribue énormément, qui nous protège, qui a beaucoup protégé l'économie, pas de défaillance d'entreprise. Ça commence un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une protection à la fois des salariés et des entreprises. Ça fait réapparaître cette image un peu mauvaise de libéralisme que les Français n'aiment pas tellement, avec en plus les conditions de travail des Uber, des chauffeurs eux-mêmes. Et moi, je dirais même plus, c'est encore plus profond que ça. Ça refait jaillir quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. C'est ce projet de société, cette espèce de libéralisme, parce qu'on a parlé d'Uber, on a parlé d'Amazon, on parle des dark stores aussi. Vous savez, les dark stores, c'est les petites boutiques qui permettent de livrer n'importe où dans une métropole, qui sont favorisées aussi. On a une espèce de moulinette comme ça qui s'avance, d'un système quand même très libéral, où on accueille en effet des investissements étrangers, mais quelles que soient les conséquences sur le territoire français. Je prendrai juste un exemple. Il y a eu un gros scandale de Saint-Gobain qui disait « Moi, je suis concurrencé par une entreprise indienne dans le Grand Est qui a des subventions, qui non seulement est accueillie, on lui offre tout, les infrastructures, le terrain, on facilite tout, les collectivités s'y mettent parce qu'évidemment, c'est des emplois.
on la subventionne, donc de l'argent français qui va dans ses caisses et qui concurrence une autre entreprise française. Donc ça fait apparaître un Emmanuel Macron prêt en effet pour l'attractivité de la France à vendre des morceaux de la France et à faire de la réindustrialisation, mais un peu à n'importe quel prix, y compris en détruisant des entreprises françaises. Et c'est là où je pense qu'il va avoir un problème avec des oppositions, que ce soit le Rassemblement national qui, lui, veut revenir aux nationalistes, c'est-à-dire on défend nos entreprises et on arrête de donner tout aux étrangers, et puis à la fois côté NUPS qui défend les conditions de travail sociales, parce que ces conditions de travail, que ce soit Amazon ou Uber ou des entreprises comme ça, faut pas rigoler, elles sont pas au point par rapport au standing qu'on s'impose en France, et qui est plutôt pas mal. Alors, justement, on va écouter l'une des voix de ces oppositions, c'est celle du communiste Fabien Roussel. Un président de la République en exercice doit pouvoir être auditionné. Malgré tout, malgré qu'il soit en exercice, sur des faits aussi graves que cela. Quand même, on ne peut pas attendre 2027 pour l'interroger. Alors Jean Garrigue, là ça m'ouvre un autre chapitre dans ce débat, le chapitre de l'immunité présidentielle, d'une éventuelle commission d'enquête. Voilà, est-ce que oui ou non, on peut entendre un président de la République? Écoutez, moi je ne suis pas un juriste, peut-être qu'il faudrait interroger quelqu'un qui est très précis sur ces questions-là, mais a priori je ne vois pas comment on peut auditionner un président de la République en exercice. Donc on sait bien que Jacques Chirac a été soumis lui aussi à enquête, investigation, et qu'il a été condamné après avoir quitté l'Élysée. Donc, je ne pense pas en plus profondément là qu'il y ait matière à ce type. Alors, qu'il y ait une commission d'enquête, moi je trouve ça très sain. Donc, une commission d'enquête parlementaire, c'est sain, ça fait fonctionner la démocratie, les contre-pouvoirs, et on peut avancer vers la vérité. À la place d'Emmanuel Macron en cas d'une commission ça peut aussi, pourquoi pas, oui, un directeur de Bercy de l'époque a travaillé sur le dossier, pourquoi pas. Mais qu'on en sache plus et que ça soit la représentation nationale qui nous le dise, moi je trouve ça très, très, très bien, très important, comme l'avait été la commission Benalla, par exemple, la commission d'enquête du Sénat, ça c'est très utile. Sur le sens de la démarche d'Emmanuel Macron, etc., on peut aussi discuter, parce que on voit bien que la part des investissements étrangers en France a beaucoup augmenté depuis quelques années, que le chômage a reculé. Je veux dire, il y a un bilan quand même qui... Non mais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me semble-t-il, sur le fond des choses, les démocraties libérales comme les nôtres, elles sont confrontées à un choix entre l'emploi précaire et le non-emploi. Donc lui, c'est un libéral qui a choisi l'emploi précaire un peu à la manière de Gerhard Schröder il y a 20 ans. Donc voilà, à partir de là, si vous voulez... C'est des choix c'est des choix. En Allemagne, par exemple, il y a les emplois précaires. On en avait parlé ici, à 1 euro. Voilà, les emplois vraiment précaires. Et Uber a été, pendant un temps, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais interdit. Donc, vous voyez, il y a des choix aussi qui sont faits et qu'on n'a jamais fait. Oui, bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas déroulé le même temps. Richard Verly. Bon, moi, à titre personnel, et encore une fois, vu avec un peu le recul européen, je trouve dommage que le libéralisme ait si mauvaise presse en France d'une manière générale, parce que le libéralisme fait quand même du bien à l'économie et il est nécessaire à la vie de l'économie. Bon, ça, c'est une opinion. Et en France, malheureusement, tout de suite, on commet une faute dès lors qu'on défend le libéralisme. Il faudrait quand même pas entrer dans un procès politique permanent parce qu'on est libéral et qu'on pense que les entreprises doivent pouvoir travailler. Par contre, une différence avec l'Allemagne qui est quand même... Gerhard Schröder, ce qu'il a fait, il l'a fait cash devant le Parlement. Voilà. C'était des lois qui ont été débattues, votées par la majorité. C'est pas des trucs qui se sont faits comme ça, en dehors, à coup de SMS. C'est ça, s'il y a faute, c'est là qu'elle est la faute. C'est-à-dire de ne pas, finalement, avoir joué la carte de Uber, politiquement parlant. Ça aurait pu être le cas, parce que visiblement, on comprend qu'Emmanuel Macron n'était pas soutenu sur ce dossier par son Premier ministre. Juste une chose quand même aussi, c'est qu'on ne peut... Il y a investissement étranger et investissement étranger. Uber n'investit pas dans des infrastructures. Non. Et donc, autant on peut peut-être considérer que certaines concessions sont normales pour Toyota qui fait une usine de voitures à Valenciennes, autant on peut se poser la question sur Uber, d'autant qu'il y a cette question fiscale à la clé. Alors, vous l'avez évoqué, mais cette affaire, si l'on peut dire, en tout cas l'affaire Uber Files, elle pose effectivement la question du lobbying. Et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre. Bonsoir Quentin, bonsoir. Bienvenue. Il y a plusieurs lois qui ont été votées par le Parlement pour favoriser la transparence autour justement de l'action de ces lobbies.
Voilà, et puis la dernière, la plus récente, c'est la loi Sapin 2, votée en décembre 2016, à la fin donc du quinquennat de François Hollande, et qui formule en fait la toute première définition du représentant d'intérêt, c'est-à-dire du lobbyiste. Et cette loi, elle crée également un registre commun des représentants d'intérêt. En fait, toute personne dont l'activité a pour finalité d'influer sur une décision en entrant en relation avec les décideurs publics, il est maintenant tenu de s'inscrire auprès d'une haute autorité indépendante, la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. En clair, donc toute entreprise, toute personne privée et qui cherche à changer la loi et pour ce faire et qui rentre en relation avec le gouvernement ou avec des parlementaires, eh bien, il doit, comme cela, montrer patte blanche devant cette autorité administrative. La loi prévoit quand même des exceptions, les partis politiques, associations d'élus, partenaires sociaux ou encore les associations cultuelles, mais les autres sont considérés comme des lobbyistes. Ils doivent fournir une déclaration annuelle qu'ils font sur ce site-là que vous voyez, avec les détails de leurs activités, une fourchette de leur chiffre d'affaires et les détails des moyens et dépenses liés aux actions de représentation d'intérêt. Et quel est le bilan de cette loi après 5 années de mise en œuvre, d'application? Il n'est pas très bon, le bilan, Thomas, on peut le dire. Hein, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, elle juge cette loi plus que perfectible. C'est Didier Migaud qui l'a dit. Vous voyez à l'image, c'est le président de cette AAI. Il l'a dit notamment dans son dernier rapport publié le 1er juin dernier. Sur les représentants d'intérêt, dit-il, on est très en retard. 2391 entités sont désormais inscrites au registre, au répertoire. Il dit, on a bien progressé avec la loi Sapin 2, mais ce n'est pas parfait. Par exemple, certains lobbyistes ne sont pas inscrits car il faut un certain nombre d'actions auprès du Parlement ou du gouvernement pour s'inscrire, c'est 10 actions. Ça a été écrit dans le décret d'application de la loi une fois qu'elle a été votée par le Parlement. Et donc, en fait, si c'est le gouvernement qui invite ou un parlementaire, là aussi, pas besoin de s'inscrire. C'est uniquement si le lobbyiste veut, lui, aller voir l'exécutif ou la représentation nationale. Donc, Didier Migaud, il ajoute une partie de la haute administration fait un peu du blocage sur la définition du représentant d'intérêt. Il y a un vrai blocage. Et Didier Migaud qui nous a dit le 1er juin dernier que, par exemple, il a cherché à rencontrer Bercy, des ministres ou même le secrétariat général du gouvernement. Et bien, cette réunion, elle a mis 2 à 3 ans à être organisée. Il n'y avait pas beaucoup de bonne volonté. Merci beaucoup, Quentin. C'est le moins que l'on puisse dire. Et Émilie Zapalski, c'est intéressant la place des lobbies et on rejoint un peu ce que disait Richard Verly sur notre rapport au libéralisme, à l'argent, aux sociétés privées et leur rapport avec les ministres ou les députés ou ceux qui écrivent la loi. C'est l'opacité qui crée la difficulté. C'est l'opacité. On sait que ça existe depuis des lustres et c'est relativement normal. Chacun joue sa carte et essaie de négocier, d'influencer les lois, les règles, les décrets, les réglementations. Ça me paraît normal. Moi, ça me choque pas. Ce qui me choque, en effet, c'est le manque de transparence et quand il y a des choses vraiment en coulisses qui sont réalisées, ça, c'est beaucoup plus choquant. Et vous l'avez dit, c'est vrai que c'était pas quelque chose d'affiché, même à l'inverse, puisque c'était sous un gouvernement socialiste. Donc ça va quand même à l'encontre des promesses de Hollande. Je suis contre la finance. Voilà. Enfin, il y a quelque chose. Mon ennemi, c'est la finance. Là, ça s'entrechoque. Sur le libéralisme, je pense que la France n'est pas totalement opposée au libéralisme. Non, mais on ne connaît pas beaucoup d'hommes politiques qui s'affichent ou se reconnaissent comme libéraux. Hein. Non, mais par contre, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal. Le dernier qui l'a assumé, je dirais que c'est Alain Madelin. On a beaucoup de mal à s'aguerrir au libéralisme et au code. Je prendrai juste un exemple. Pendant la crise Covid, et d'ailleurs l'Allemagne n'a pas du tout fait pareil et on a copié l'Allemagne très rapidement, pour protéger les indépendants, on leur a donné une belle enveloppe de 1 500 € par mois. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est quand même... Les salariés, on les protégeait quasiment à 100%. Et les indépendants, on leur donnait 1 500 € par mois. Et encore sous condition de ressources. Sous condition de ressources, c'est rien. Ça veut dire qu'on n'imagine même pas la vie d'un indépendant et même la façon dont c'était calculé sur les factures, mais ça n'avait ni queue ni tête. Rapidement, on a calqué le modèle allemand en allant jusqu'à 10 000 €. Ça veut dire qu'on est un pays globalement de salariés. C'est vrai qu'on est un pays qui est beaucoup plus d'entreprises, de salariés, de CDI. Et on va devoir changer complètement cette façon de réfléchir parce que de plus en plus, on est dans des CDD, des modalités de travail beaucoup plus courtes, dans beaucoup plus d'indépendants, et d'ailleurs les jeunes demandent ça aussi, d'avoir plus de métiers, plusieurs travails peut-être dans une vie, ou même en même temps, dans le même temps. Donc on va devoir faire ça. Mais simplement, on a vu le libéralisme, par exemple, en Union européenne, ça marche pas tellement. Et ça marche moins en temps de crise si c'est pas un peu encadré. Et c'est ça, je pense, que la France demande. Et de voir cette façon de faire
sous la table, sans encadrement, c'est un peu limite. Et d'autant plus quand on sort après la taxe GAFA, parce qu'on a été les premiers Français à essayer de récupérer justement les impôts de ces... On se dit, mais alors on est complètement schizophrène. D'un côté, on leur dit venez n'importe comment, et de l'autre côté, on essaie de les taxer. Il faut qu'on puisse affronter ça de face. Pourquoi pas un libéralisme, mais encadré. Je voudrais un mot sur la réponse attendue, puisque je reviens sur ce que demandait Fabien Roussel tout à l'heure. Il va y avoir une interview présidentielle le 14 juillet. Emmanuel Macron renoue avec l'exercice face à des journalistes de TF1 et France 2. On peut imaginer que il y aura une question, ce sera le moment de la réponse. Ça a souvent été l'occasion pour des présidents en plus ou moins difficulté conjoncturelle ou structurelle de se défendre. Et là, on a connu ça avec Mitterrand, avec Chirac, sur des affaires différentes. Mais donc là, c'est l'opportunité pour le président au moins de s'expliquer, parce qu'effectivement, le vrai problème, il est cette distorsion politique au sein du gouvernement de François Hollande. C'est ça. Qui est mais honnêtement, moi, on peut lire en disant que le ministre de l'économie de l'époque avait un vrai poids politique, puisqu'il pouvait prendre une telle décision. Mais c'était pas déjà. Voilà, c'était pas le seul sujet sur lequel il avait pris une certaine indépendance. Et croyez-moi que Manuel Valls en était assez marri. Ce qui est très étonnant, c'est que lui-même ne supporte pas quand un ministre prend le minimum d'indépendance, ou une ministre, il ne supporte pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Parce qu'il a essayé de prendre le contre-pied de la présidence normale en devenant un président jupitérien. Il a vu où ça avait mené François Hollande. On va continuer, Laetitia, d'évoquer les éléments de langage. Vous avez repéré ce week-end un nouveau message de l'exécutif à destination des Français. Et la meilleure façon de saisir tous ensemble ces éléments de langage, ce sont les mots qui sont fabriqués, qui sont préparés en amont pour envoyer des messages aux Français. Eh bien, c'est d'écouter un lieutenant d'Emmanuel Macron, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. C'était hier sur RTL. Faire de la politique, il faut aimer les gens. Il faut profondément aimer les gens. Donc, comme on aime les gens, partez du principe qu'on aime les gens. Sinon, on ne ferait pas ça, on ferait autre chose. Comme on aime les gens, il faut qu'on soit capable de leur montrer peut-être davantage. Je n'ai pas compté combien de fois le mot « aimer » est prononcé, mais vous avez compris le message. Je vous aime. Voilà ce que dit l'exécutif aux Français. Et puis, il y a aussi, à côté, la nouvelle méthode qu'Emmanuel Macron nous avait promise au soir de sa réélection, celle du compromis. Ça, c'est le mot qui était répété par Elisabeth Borne dans son discours de politique générale et relayé par tous les ministres ensuite pour signifier la main tendue aux oppositions. Donc, le gouvernement a échoué à former une coalition. Donc, il se pose en négociateur avec, encore une fois, cette main tendue aux oppositions pour tenter d'apaiser, en tout cas, les négociations futures. Et c'est à rapprocher du contexte qui est tendu à l'Assemblée nationale et qui pourrait le devenir aussi dans la rue. C'est toute la question qui plane sur le début de ce second quinquennat. Est-ce qu'il y aura ou pas ce 4e tour social promis par la France insoumise, mais non pas que promis, il est aussi organisé parce que la France insoumise a déjà prévu une date en septembre, après les grandes vacances d'été, pour marcher contre la vie chère, ça c'est le mot d'ordre. Et puis, à côté des partis politiques, il y a aussi les organisations syndicales, on avait tendance à les oublier sous le règne d'Emmanuel Macron, mais la CGT est encore présente et organise, elle, de son côté, 2 journées d'action en septembre contre la future réforme des retraites. On écoute Philippe Martinez qui était ce matin au micro de France Info. Je le répète, la première réunion intersyndicale a eu lieu avant le discours de la Première ministre et le fait qu'elle annonce fidèle à ce que dit le président de la République, il faut travailler plus longtemps, j'espère que ça va en énerver plus d'un. Notamment la CFDT. La troisième chose, donc, les mobilisations sociales, me semble-t-il, sont du ressort des organisations syndicales. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et que des formations politiques soutiennent les mobilisations sociales, il y en a besoin, mais il ne faut pas de mélange des genres. Bon, ils ne sont pas d'accord. C'est aussi un message pour Jean-Luc Mélenchon, ça. Évidemment, mais ça multiplie les occasions, en tout cas, de descendre dans la rue côté français. Et ça, l'exécutif en a pleinement conscience, Thomas. La menace qui plane, c'est laquelle ? C'est celle d'un retour de flamme des Gilets jaunes. Évidemment, stigmate du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc, les éléments de langage qui ont été préparés ce week-end sont bien sûr à destination des Français pour tenter d'apaiser cette colère sociale. Mais pour le moment, aucun baromètre n'a vraiment mesuré la puissance de cette contestation
manifestations, et aussi sa capacité à se transformer en mouvement de grève ou de blocage. Donc septembre sera vraiment l'épreuve du feu pour l'exécutif. Si en septembre, il n'y a pas de manifestation monstre qui bloque le pays, l'exécutif aura réussi son pari. Richard Verly, on est souvent c'est notre métier aussi, hein, on se projette comme ça, et souvent ce qui est trop écrit n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ce qui est certain, c'est que la volonté de ce 4e tour social, elle est là. Il y a des formations politiques qui ont un intérêt objectif à tenir ce 4e tour social, qui vont tout faire pour. Moi, ce qui m'inquiète, et ça nous ramène à l'affaire Uber, ce qui m'inquiète, c'est l'extrême pauvreté des réponses apportées par l'exécutif jusqu'à présent. C'est-à-dire, les réponses sont pauvres. Les réponses ne sont pas convaincantes. C'est-à-dire que même si vous êtes plutôt enclin à considérer qu'Emmanuel Macron avait raison du point de vue de l'attractivité des entreprises, ce qui est répondu, c'est pas convaincant. Donc il y a quand même un moment... Non, mais il n'y a pas de réponse. Oui, c'est ce que disait Laetitia tout à l'heure. Il y a quand même un moment donné... Sur l'affaire Uber, c'est ce dont vous parlez. Absolument. Donc rendez-vous le 14 juillet s'il ne parle pas d'ici là. Et alors, une autre chose qui est inquiétante, c'est qu'il se trouve que j'étais ce week-end aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où on a eu un certain nombre d'échanges avec des ministres présents. Il y en avait un, notamment Bruno Le Maire. On comprend qu'une autre réforme est voulue, c'est celle de l'assurance chômage, et que du côté de Bercy, on voudrait remettre sur le tapis l'assurance chômage parce que, pour dire les choses clairement, il faut, selon le point de vue du ministère des Finances, remettre les Français au travail parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas d'employés. Alors là, si vous venez maintenant avec l'assurance chômage, je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est une réalité. On en a fait un débat. La grande démission, le terme est peut-être un peu fort, mais il y a des pénuries dans une kyrielle de secteurs. Mais l'assurance chômage a déjà été réformée à cet automne. Oui, mais on a annoncé une contestation sociale forte à la suite de cette réforme. Il n'y a rien eu. Ce qui est parfois un peu trop écrit ou annoncé par les journalistes et les commentateurs n'arrive pas forcément. Mais Jean Gary, il y a quand même, parce que quand vous commenciez votre réponse en disant que la réponse du gouvernement était pauvre, je pensais que vous parliez face aux crises et aux tensions sociales. Or, c'est ce que je disais tout à l'heure, la boîte à milliards est ouverte depuis 2 ans, sans forcément. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le ferment des prochaines crises sociales, Jean Gary, il n'est pas là? Le jour où il va falloir refermer cette boîte à argent magique, où là forcément, ça va être compliqué. Ah mais oui, bien sûr, c'est tout le dilemme de cette situation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, la logique économique et financière, en tout cas celle du gouvernement, ça va être de refermer la boîte, alors qu'il y a une demande sociale de redistribution, de hausse des salaires, etc. Et que forcément, les oppositions vont avoir beau jeu de jouer là-dessus. Et d'autre part, le rapport des forces parlementaires fait que l'alliance et la direction de la politique gouvernementale va forcément vers les Républicains, c'est-à-dire vers la rigueur, vers le libéralisme plus orthodoxe, on va dire. Alors que, je le répète, la demande sociale elle va dans l'autre sens. Donc, a priori, on va vers quelque chose d'assez explosif. Mais, comme vous l'avez dit, le pire n'est jamais sûr. Je veux dire que y a une chose aussi auquel on a assisté depuis un certain temps, c'est qu'on a eu du mal à voir se coaliser les oppositions. On l'a bien vu, même au moment de la crise des Gilets jaunes, LFI n'arrivait pas, Jean-Luc Mélenchon n'arrivait pas à capter l'essentiel du mouvement. Donc, il faut voir aujourd'hui un paysage très fracturé, très fragmenté. Ce qui pour moi est très dommage parce qu'il y a une occasion historique de travailler, de coproduire de la politique. Enfin, ça c'est une autre affaire. Moi, il me semble qu'il y a des messages contradictoires parce qu'en effet, il y a une tactique pour séduire un petit peu les Républicains. Donc on parle réforme des retraites, donc on parle de la dette. Ça y est, on en remet une couche. Le discours. C'est une obligation, j'allais dire. Bien sûr, pour faire passer des lois. Et dans le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, c'était présent réforme et dette. Et de l'autre côté, il y a ces mesures qui continuent à arriver parce que le quoi qu'il en coûte, on n'arrive pas, même si Gabriel Attal parle maintenant de combien ça coûte et plus de quoi qu'il en coûte, on voit bien que ça continue. Et en fait, les Français, quand ils entendent ces deux trucs, c'est le ressenti qui compte. C'est comme la sécurité. Le ressenti sur le porte-monnaie, c'est catastrophique. Et comme il y a encore la guerre d'Ukraine, il y a un peu une reprise du Covid. Moi, je pense que c'est plutôt là qu'il risque d'y avoir un petit peu quelque chose d'explosif. On parlait en centaines de millions. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une annonce en milliards, c'est comme si ça ne s'est rien passé. C'est pas possible. On a vraiment changé de paradigme. Donc il y a une attente très forte de loi en faveur du pouvoir d'achat qui va être voté là. Donc ça va peut-être aussi changer la donne. Oui, mais Laetitia, de l'autre côté, la musique du gouvernement, c'est de dire
on referme les robinets. On est dans le combien ça coûte. Vous parlez du ressenti des Français. Bien un jour, il faudra quand même. Si les Bon, lois... on est à 3 000 milliards de dettes. Oui, mais on n'est plus, pour l'instant, oui, la c'est dette pas coûte grave. plus cher. C'est ça qui fait qu'on Elle commence à accélère. La coûter dette un peu coûte un plus petit cher. peu plus cher. Bon, allez, l'autre actualité du jour, c'est évidemment la motion de censure déposée par la nouvelle union politique, écologique et sociale à l'Assemblée nationale. Alors, elle a été défendue par Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI. On l'écoute, et puis juste après, la réponse de la Première ministre. Pour résumer, vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce, alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Avec votre motion de censure, pas de bouclier tarifaire et l'explosion des prix de l'énergie pour les Français. Avec votre motion de censure, pas de remise carburant et 10 € de plus pour un plein de 50 litres. Avec votre motion de censure, pas d'augmentation des pensions et un pouvoir d'achat amputé pour les retraités. Voilà ce qui peut arriver quand on fait passer la tactique politique avant l'intérêt des Français. Vous avez inventé le concept de motion de censure a priori. Il n'est plus question d'un texte ou d'une décision à dénoncer, juste censurer pour censurer. La motion de posture a remplacé la motion de censure. Richard Verly, cette motion de censure ou de posture, elle permet aussi à Elisabeth Borne de montrer sa pugnacité. C'est comme ça qu'on l'a vu cet après-midi oui, c'est à la comme tribune. ça qu'on vient de la voir, mais sauf que la censure, c'est toujours une posture. Je veux dire, la différence qu'elle fait, la réalité, c'est que l'objectif d'une censure, c'est de faire tomber un gouvernement. Oui, mais en général, c'est dirais, sur un texte précis. Absolument, mais là, en l'occurrence, donc je trouve que la réponse est pugnace, vous avez raison de le dire. Ce qui est intéressant dans la réponse, c'est qu'elle lie directement la motion de censure à, entre guillemets, les avantages économiques que le gouvernement est en train de donner en disant si vous me faites tomber, vous n'aurez pas une série d'avantages économiques. Mais encore une fois, moi, le doute que j'ai, c'est que je trouve qu'il manque là un socle d'éléments convaincants parce que précisément, eh bien, donner des aides, celles que citait Laetitia, à savoir les 20 milliards pour le pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est plus tellement suffisant parce que beaucoup de Français ont en tête, de toute manière, ils vont fermer la boîte et de toute manière, ça va se diminuer. Donc, je dirais, la valeur utile des subventions ou des aides qu'on peut donner, elle va diminuer, d'autant que, par exemple, sur le carburant, la grande question de la rentrée, ça va être les fameuses aides ciblées. Qui est-ce qui y a droit, qui est-ce qui n'y a pas droit et sur quels critères. Et là, ça va être compliqué. Et ce sera notamment l'objet de notre second débat, parce qu'on va parler de sobriété énergétique. Jean Garrigue, moi je retiens les mots quand même de Mathilde Panot. Anomalie démocratique. Oui. C'est rude. Oui, c'est rude et c'est faux. Bon, ben c'est voilà, rude et c'était la c'est question faux. que j'allais vous poser. Pourquoi et c'est faux, moi, je commence à être vraiment scandalisé par le discours de remise en cause de la légitimité du suffrage universel que tiennent, mais c'est une stratégie politique, mais que tient Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, seulement la France insoumise, depuis quelques mois. Ça a été pareil pour l'élection présidentielle, pour les législatives, vous n'avez pas la majorité, etc. Si, ensemble, a la majorité. Elle est relative, mais c'est une majorité. Elle tient son pouvoir. Elle a été élue, députée, et elle est nommée par le président de la République, comme ça s'est toujours fait sous la Ve République. Donc on joue sur les mots, je comprends bien. Voilà, on s'adresse à un public, on s'adresse aux électeurs d'LFI, etc. On les mobilise, mais tout ça, franchement, vous disiez, une motion de censure, c'est toujours une motion de posture. Non, il y a une motion de censure en octobre 1962, c'est un cartel des noms qui est hostile à un texte imposé par le général de Gaulle et qui fait tomber le gouvernement de Georges Pompidou. C'est pas toujours. Alors, c'est la seule fois qu'une motion de censure a fait tomber un gouvernement. Mais là, vous êtes dans quelque chose qui, a priori, dont on sait très bien qu'elle ne va pas être votée, qu'ils n'auront pas la majorité. Qui est juste une manière, en réalité, de compter. C'est juste une manière de compter les NUP qui vont la voter et de resserrer un peu les rangs du côté des NUP, d'anticiper d'éventuelles dislocations des NUP, c'est tout. Il me semble que cette communication politique, parce qu'il s'agit de communication politique de la part de la France insoumise, est un risque. Oui. Parce qu'elle est basée sur des mensonges. Alors je suis désolée de reprendre cette terminologie, puisque c'était le Rassemblement national qui l'avait mis en place. Mais c'est vrai, quand Jean-Luc Mélenchon dit « Élisez-moi Premier ministre », tout est faux.
Il a fait une campagne des législatives sur ce mot d'ordre. Ensuite, quand ils disent ils n'ont pas la majorité, vous êtes une anomalie démocratique, c'est faux. Donc à partir de quel moment les électeurs vont se rendre compte que finalement ceux pour qui ils militent mentent et placent leur message sur, encore une fois, des choses qui sont fausses, ça pose un problème démocratique de légitimité pour la France insoumise. Alors c'est intéressant, Elisa Pasqui. Risque politique pour la NUP. Moi, je pense que c'est intéressant pour la NUP. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça montre l'union. Pour la 3e fois, ils montrent leur union. Au démarrage, candidature commune aux commissions, et notamment à la commission des finances. Et là, maintenant, on va voir exactement. Ça montre l'union. Ça les fait positionner en première force d'opposition, ce qu'ils ne sont pas globalement dans les faits, puisque c'est un groupement par rapport au RN. Normalement, ils ne sont pas la première force. Là, ils s'opposent. Ils font voter. Si le RN ne vote pas, et on a déjà quand même vu des choses qui se sont passées de députés d'ensemble qui ont voté pour des députés du RN pour les faire passer à la vice-présidence, ça met un peu tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a la NUPS et en face, il y a cette espèce de conglomérat qui va du centre droit jusqu'à l'extrême droite. Ça refait ce clivage gauche radicalisé face à un ensemble en même temps qui est beaucoup plus à droite. Personne n'est dupe, c'est une stratégie. Moi, je ne parle pas d'une réussite ou quoi, j'analyse juste ce qui est en train de se passer. Et ce qui va au bout du bout, juste pour analyser jusqu'au bout, je pense que ce qu'ils opposent, c'est un projet de société. Parce que vous le dites, c'est des subventions, on ne va pas y arriver jusqu'au bout. Ce qui va se poser comme question, c'est le partage des richesses. C'est ce qui est en train de se tramer. Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme vous le dites. Il va falloir être attractif, les entreprises. Justement, vous avez employé le bon mot, parce que c'est d'abord les entreprises qui vont décider ça. C'est ça, mais ça va se poser. Ça va se poser. Et ça va sûrement se poser à l'Assemblée. Jean Garrigue, ne surestimons pas le pouvoir politique en matière de. Il y a même un certain nombre de projets du gouvernement qui justement portent là-dessus sur Ils seront obligés d'y passer. Le partage des richesses. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour rester dans la stratégie, moi je pense qu'au contraire, ce que ça amène, c'est que ça légitime encore un peu plus le Rassemblement national comme force d'opposition normalisée, apaisée. Très à côté de Macron. Non, mais si. Mais personne. Mais non, mais écoutez ce que viennent de dire Bardella ou Marine Le Pen à propos de l'affaire justement des Uber Leaks. On voit bien que c'est pas du tout un allié du gouvernement, mais au contraire, il s'impose, il se pose en force d'opposition constructive, alors que les gens se disent la NUP, regardez, c'est des coups d'éclat. La NUP, au fond, ils sont restés dans la stratégie qui était la leur lorsqu'ils étaient ultra minoritaires. C'est pas comme ça. On va voir ce que ça fait sur l'électorat du RN. De les voir si constructifs avec la majorité. C'est Richard Verly qui va jouer l'arbitre pour conclure cette partie du débat sur la stratégie de la NUP. Mais la stratégie de la NUP, elle est effectivement celle-ci, c'est-à-dire c'est d'essayer à tout prix d'acculer les adversaires politiques, les mettre le dos au mur et quand même d'avoir, je dirais, le grand ministère de la parole et d'être ceux qui mènent la danse politique. Mais je voudrais revenir à ce que disait Jean, parce que moi, quand même, j'ai une déception quand j'ai écouté. Alors, j'ai pas écouté la totalité du discours, donc peut-être une partie du discours de la Première ministre m'a échappé. Mais ce que vous avez dit, Jean, elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit « je ne suis pas une anomalie démocratique et voilà pourquoi je ne le suis pas ». Elle a répondu sur un autre terrain qui est justement celui des subventions et des aides. Et là, je trouve que ça manque de légitimité. Au fond, elle prête elle-même le flanc à ce procès en légitimité. Bon, on termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat. La tentation du sauveur, histoire d'une passion française. Ça, c'est le livre de Jean Garrigue. Le voici. Référence à Super Dupont. Vous vous souvenez de Super Dupont dans la bande dessinée des rubriques à braque? C'est cette référence. Et puis La France contre elle-même, c'est le livre de Richard Verly et c'est publié aux éditions Grasset.